Prêt, hein? Tu veux le là? Bon, je suis prêt. Tu m'entends? Ah bah, c'est toi qui dois me dire si ça marche. C'est bon? Allez, on démarre. Alors aujourd'hui, je vais discuter d'une alternative aux municipalités. Il n'y a pas longtemps qu'on a eu les municipales. J'ai suivi d'un peu plus près la campagne municipale de Saint-Cloud. Alors, évidemment, le maire voulait s'en débarrasser parce que son niveau intellectuel était assez bas, tout cette entreprise qui était d'ailleurs. Mais ceux qui avaient en cours, en dehors de ce qu'ils trouvaient qu'on soutenait, c'était pas mieux, peut-être les socialistes sont un petit peu mieux, intellectuellement j'entends. Mais ça soulevait des questions sur, quel était le programme de ces gens-là. Quand vous regardiez le programme local, qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la municipalité, il y en avait au moins 2 ou 3 qui n'en avaient pas, où les socialistes c'était de nous faire une maison de SDF. J'aurais bien mis, d'ailleurs, dans la maison même de la candidate socialiste, ça paraît tout à fait normal. C'était ce qui existait auparavant. Il sera toujours une fiscalité assez basse. Et on pense bien entendu qu'on est géré par ces gens-là d'une part, pendant 6 ans, que les gens votent sans connaissance réelle, votent pour des personnes ou par des réseaux. On peut se dire il est peut-être prudent d'avoir une alternative à ce genre d'État local, entre guillemets. Donc, ce soir, je voulais discuter effectivement des alternatives et puis de la théorie contractuelle des gouvernements locaux. Ça, c'est un point intéressant parce que on a des exemples aux États-Unis, il y a des exemples aussi en France où notre vie locale et on va essayer de voir quels sont les avantages entre une gestion privée, j'allais dire, de votre vie au niveau de la commune et une gestion publique. Je viens plus insister bien entendu sur l'aspect d'alternative qui est un petit peu moins connu. Dans la littérature économique, bien entendu, il y a déjà une tradition dans ce domaine. J'ai repris l'exemple de Gordon Tullock. Gordon Tullock, c'est le compagnon de James Buchanan, qui est devenu prix Nobel pour avoir développé la théorie des choix publics. Et il vit, lui, sous un petit gouvernement. Il parle de la Sunshine Mountain Ridge Homeowner Association. C'est un petit groupement de 250 maisons construites par un promoteur immobilier et vendues en une seule fois. Au moment de l'achat, chaque propriétaire doit signer un contrat. Mais dans le contrat, il y a un ensemble de règles au niveau de la copropriété. Il paye d'ailleurs à cette association des charges. Et il va être contraint effectivement par ce contrat. Il y a un conseil d'aide 50 maisons. Je vous rappelle qu'il y a des rues qui sont purement privées. Il y a des espaces pour faire des barbecues, il doit y avoir une piscine. Il y a des contraintes, par exemple, pour sa maison, on ne peut pas la peindre de n'importe quelle couleur, etc. La haie doit pas être haute de cette façon-là. Qui sont liées, en fait, on va trouver à peu près dans les copropriétés. Il peut, bien entendu, pétitionner. La question de la sécurité, ils l'ont négocié avec le comté d'à côté, c'est-à-dire avec la commune ou la municipalité qui est au-dessus ou dans laquelle la copropriété est installée. Mais ils ont complété la sécurité par une police privée. Et ils ont contracté directement pour la protection de l'incendie. Et dans le fond, à partir de il expérimente, il extrapole, il va dire, après tout, on peut peut-être concevoir finalement la vie politique à travers de ces copropriétés, de ces aspects de vie privée. Le bureau dans sa copropriété était composé à peu près de 500 votants. Vous pouvez pétitionner, aller voir les gens de l'administration pour modifier les choses, ou vous opposer. Par exemple, le fait que quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît, etc. Quelle est l'alternative, en fait, à cette copropriété privée? C'est ce que nous connaissons tous. Hein. Vous allez soit dans une autre copropriété, soit dans la municipalité traditionnelle. Et vous regardez comment ça fonctionne. Les rues sont publiques. L'insécurité, c'est l'eau de la rue publique. Les nuisances, c'est ce que vous avez aussi, c'est sale, c'est pas entretenu toujours, ou c'est jamais entretenu. On se plaignait justement à Saint-Cloud
du fait que les gars ils nettoyaient pas souvent, glissaient, ce genre de choses. Il faut penser aussi que les permis de construire, tout ce qui va décider finalement de l'aspect esthétique de la ville ou de votre commune, c'est le maire qui a ça dans les mains avec les permis de construire, les postes, les actes et tout ce que vous voulez. Qui en décide? C'est un électeur médian ou des groupes d'intérêt particuliers. Dans votre commune, dans la mienne, c'est le cas, il y a 26 000 habitants, 18 000 votants, ça je trouve bien, il y a 200 ou 300 familles qui sont concernées, qui se connaissent entre eux, qui font foi, qui décident, mais pas forcément pour les intérêts de tous, sans parler du promoteur immobilier qui vient et qui nous dit tiens, moi je vais bien faire une opération. Nous on connaît surtout Chalandon avec les bureaux de la colline, Chalandon avec les bureaux de la colline qui a défiguré complètement tout. Comment cette décision est arrivée, c'était avant fiscal. En fait, c'est le lot pratiquement de toutes les communes. L'aspect fiscal, électoral, de prestige, c'est ainsi qu'on va décider, on va bétonner parce que justement ça rapporte de l'argent, ça ramène peut-être des votes et des ressources, et la protection, j'allais dire du propriétaire ou de la vie des gens, eh bien, c'est comme pour nous, citoyens, ça fonctionne pas. Alors, c'est ça qu'en fait qui soulève cette question, c'est de voir comment ça fonctionne aujourd'hui. Et je parle, moi je suis dans une banlieue encore, la question de sécurité se pose pas trop, même s'il y en a. Quid d'autres communes où l'environnement social est encore plus dur, où les maires ne se préoccupent pas non plus de préserver ni l'environnement, ni la sécurité des gens, ni finalement la valeur de propriété. Alors, Gordon Kellogg c'est un exemple, parce qu'il est dans une copropriété. Mais aux États-Unis, depuis les années 80, 1980, il s'est développé, dans tous les États-Unis, sur la côte est, regardez celle de Reston, qui est sur la côte est en Virginie, à Fairfax, et puis vous avez Irvine en Californie, à Los Angeles, c'est des communautés, c'est des villes privées. Hein. À Reston, il y a 56 000 habitants, il y a plus d'habitants que Saint-Cloud. Hein. Vous donnez une petite idée, dans l'aire de Reston, il y a un théâtre, des centres commerciaux, des bureaux. Pour des activités professionnelles, il y a 34 000 personnes qui travaillent à Reston. Il y a des écoles élémentaires, il y a des collèges, il y a même 22 églises dans cette surface qui fait à peu près 18 km². On a une véritable ville plus grande que Saint-Cloud, qui a été créée alors en 66 réellement, mais je vais expliquer ça, hein. Je vais revenir sur cet aspect des choses. À titre d'exemple, je vous le mentionne parce qu'on va revenir de la façon dont ça a été créé, etc. Mais je regarde Reston et je regarde Saint-Cloud. Hein, je me dis, on est malheureux, mais nous on a une malheureuse piscine qu'on n'arrive pas à faire fonctionner. Et les cours de tennis, il y en a un, deux privés, mais on n'y arrive pas parce que ça ne fonctionne pas. Là, il y en a 44. Là, il n'y a pas de lac chez nous, il y a la Seine, c'est inexploité, etc. Donc on voit très bien la façon dont, la différence entre le privé et... Donc on va revenir là-dessus, ça a été créé en fait par un dénommé Simon Junior, Robert Simon Junior, mais je reviendrai un petit peu sur l'histoire de Reston. Donc la question fondamentale finalement, c'est pas tellement vis-à-vis de la nature des biens qui sont produits, c'est plutôt la façon dont ils vont être produits, c'est-à-dire les règles avec lesquelles on va produire ces biens. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Et dans le fond, on discute de la théorie également contractuelle du gouvernement privé. On a l'idée que ce qui importe, c'est les règles dans lesquelles on va fonctionner, plutôt que la nature des biens. Ça, c'est un point sur lequel je vais revenir tout de suite. Je vais organiser la discussion de trois façons différentes. Dans un premier temps, je vais vous expliquer au niveau théorique
d'où vient cette confiance que l'on a dans la compétition avec le marché, dans le fait que vie privée est meilleure, entre guillemets, peut-être que la municipalité. Dans un deuxième temps, on reviendra justement sur l'exemple de Watson, voir comment ça fonctionne. Et puis, dans un dernier temps, je rappellerai les critiques qui sont formulées. C'est-à-dire que pourquoi les gens s'opposent finalement à ce que Saint-Cloud soit privé. Essayer de leur dire, dans la campagne, vous ne pourriez pas proposer, on pourrait peut-être retourner les rues aux riverains, on pourrait privatiser la municipalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je privatise, ça devient le conseil d'administration de l'ensemble des propriétaires de Saint-Cloud, organisé en association. Et qu'est-ce que vous êtes? Pour le reste, on produit à peu près les mêmes biens. Et c'est ça qu'on va voir. Alors, premier point, le point théorique, le modèle en fait qui est utilisé, qui est par les économistes remonte à 1956, et c'est le modèle de Thiebout. Thiebout est un économiste, ça c'est pour mes étudiants, T-I-E-B-O-U-T. Ça c'est pour mes étudiants un point important parce que quand Musgrave et Samuelson discutent des biens collectifs, finalement Thiebout va répondre en disant mais c'est déjà fait, les biens collectifs, il n'y a pas besoin de l'État peut-être pour les produire. En tout cas, le montant optimal de biens collectifs. Et les réponses, en fait, deux grands articles de l'époque, qui répond à ces gens-là. Il y a l'idée que si les biens collectifs sont produits au niveau local, bien les individus vont pouvoir, en se déplaçant d'une municipalité à une autre, choisir finalement les biens collectifs qui leur plaisent. Et finalement aussi les financer. Donc la compétition avec ses pieds, le vote avec ses pieds est le mécanisme. Effectivement, les consommateurs citoyens révèlent leur véritable préférence pour un type de bien. Vous voyez que c'est l'entretien des ici pour se défendre, et qui peuvent être une piscine, qui peuvent être un théâtre, un hôpital, tout ce que l'on a l'habitude d'entendre sous les tables de biens. Je dis, mais on dit que c'est une attaque très directe à cet article. Alors, évidemment, le modèle de Thiebout a quelques inconvénients, et je vais reprendre en fait la discussion qui existe dans un ouvrage de Donald Boudreau et Ronald Hautecombe, qui ont écrit effectivement sur les gouvernements contractuels en France. C'est un ouvrage qui est ou sorti ou qui doit sortir prochainement, où ils vont nous dire, dans le fond, le modèle de Thiebout est peut-être insuffisant parce que il nécessite au moins deux hypothèses qui sont importantes. L'une, qu'on puisse mettre en compétition les municipalités, c'est-à-dire que je puisse me déplacer facilement d'un territoire à l'autre. Ça, c'est le principe. Les coûts de mobilité sont faibles. Or, cette hypothèse est discutable. Si, par exemple, vos enfants vous quittent parce qu'ils vont s'installer, ils vont avoir le choix de se localiser. Alors là, c'est simple, leurs coûts sont relativement faibles d'ailleurs. Ils disent, tiens, on va être dans cette municipalité plutôt que l'autre, ça dépend du lieu de travail. Ils peuvent choisir de se localiser là où ils travaillent ou un peu plus loin. Ils choisissent en fait la municipalité. Donc là, il y a un choix, il y a une compétition effectivement avec ces pieds. S'ils sont suffisamment informés sur la nature de la taxation, etc., et choisissent la commune qui correspond à leurs vœux. Mais une fois que vous êtes installé, se délocaliser est quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Pour au moins une raison essentielle, pour faire plus court, je vais prendre cette raison-là. Le terrain que vous avez acheté, enfin je pense en particulier lorsque vous êtes propriétaire, ou lorsque vous investissez dans un appartement. D'abord, le terrain, il ne peut pas se déplacer. Les usages, vous pouvez bien entendu les modifier. Votre appartement, c'est la chose qui puisse se faire. Et l'important ici, c'est de revendre avec un gain.
pas avec une perte. Donc il y a une espèce d'investissement spécifique que l'on connaît bien, qu'on va retrouver dans d'autres formes. La propriété, lorsque j'ai acheté, c'est un investissement spécifique, bien entendu, à la localité où je suis. Et si par pour X ou Y raison, parce que c'est trop taxé ou je veux changer, mais je peux perdre, bien entendu, parce que revendre, par exemple, mon appartement dans une municipalité qui est passé dans les mains des communistes, et puis les communistes décident de taxer fortement les propriétaires pour installer des HLM, donc ils chassent les propriétaires, moi j'ai perdu de l'argent, parce que ça se capitalise tout de suite, bien entendu, dans la valeur des terrains. Les méfaits de la gestion locale, se capitalisant dans la valeur des terrains, eh bien, je revends à perte. Personne va venir dans cette commune où on sait tout de suite que vont être contre les propriétaires, etc. Alors cet investissement spécifique va nécessiter vraisemblablement que je m'intéresse aux règles. C'est-à-dire que je veux non seulement pouvoir utiliser l'exit, ça c'est la mobilité, c'est facile quand même en France d'une commune à une autre, mais ce qu'on dit aussi la protestation ou la voice, c'est-à-dire que je veux pouvoir contrôler bien l'usage qui va être fait justement des règles locales. Parce que sa mère, ou d'ailleurs ça peut être n'importe qui va prendre des décisions sur soit l'émergence de certains biens collectifs. Certains biens collectifs, je le rappelle, peuvent être des nuisances, hein, faut pas l'oublier, ou un niveau de dépenses et de taxation. Vous êtes en train d'affecter la valeur de notre propriété. Donc je suis intéressé, du fait de cet investissement spécifique, à la constitution locale. La constitution locale veut dire qu'ils me permettent de faire des choix sur les parties communes en particulier. Donc, c'est les critiques qui vont être faites essentiellement au modèle de Thibault, c'est-à-dire qu'il semble imparfait au sens où Thibault a négligé ici l'aspect des investissements spécifiques et du rôle important des constitutions, des arrangements contractuels pour toutes les dépenses ou les activités qui peuvent constituer une nuisance sur la valeur de ma propriété. Vous voyez d'ailleurs que la position des propriétaires n'est pas la même que des non-propriétaires, des locataires. Les locataires ou les gens qui ne font pas d'investissement spécifique, bien entendu, dans la localité, eux, ils n'ont qu'à utiliser l'exit. C'est le locataire, il s'en fout, bon, ça se trouve, je m'en vais, et il ne perd rien puisqu'il n'a pas fait cet investissement spécifique. Donc ça concerne. Pardon ? Oui, ça on y reviendra, c'est bien ce qui se passe dans une copropriété. L'idée importante ici, c'est que les propriétaires sont effectivement les gens concernés par la valeur des terrains, etc. Alors, ce qui est intéressant dans l'argumentation de finalement Boudreau et Holcombe, c'est de nous dire que évidemment, quand il s'agit de trouver le meilleur arrangement institutionnel au niveau local ou contractuel, faute bien entendu d'avoir des informations sur les préférences des individus, etc., et même sur l'avenir ou sur le fait que je monte une piscine, est-ce que ça va améliorer la valeur des terrains, ou au contraire, les déprécier, ça dépend des gens qui aiment les piscines ou pas, est-ce que ça crée des nuisances au voisinage, c'est pas des choses que on peut savoir à l'avance. On s'attend simplement à ce que les armements institutionnels, municipalité, j'allais dire, contre ville privée, c'est quelque chose qui émerge de la compétition. Mais de la compétition, justement, entre les arrangements institutionnels. Et la seule façon, bien entendu, de savoir si la démocratie locale, entre guillemets, telle qu'on la connaît, est quelque chose qui est efficace ou optimal, eh bien, c'est de la mettre en compétition avec d'autres alternatives. Et il y en a une qui existe, c'est la ville privée. C'est l'arrangement de copropriété, les associations de propriétaires, qui vont nous proposer des constitutions différentes, et en mettant ces copropriétés elles-mêmes d'ailleurs en compétition avec l'alternative publique, on va voir quelle est la forme institutionnelle qui va émerger, et on suppose que la meilleure va être copiée, peut-être y compris par les municipalités. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais c'est cette idée sous-jacente. En mettant en compétition et en laissant, par exemple, à Saint-Cloud ou dans d'autres communes, la possibilité de créer des zones purement privées contrôlées par des associations de propriétaires,
on va voir quelle est la forme des contrats de règlement de copropriété. En fait, c'est cette idée qu'on va exploiter maintenant. On va regarder comment on pourrait former un gouvernement contractuel. Et ça, c'est pas difficile. Alors, vous imaginez que je suis un promoteur immobilier. Alors bon, je réfléchis. Dans le coin, j'achète une grande surface. 20 km² de surface. Alors, je sais pas combien de kilomètres carrés fait 5 coups, mais c'est vraiment une grande surface, mais je peux acheter moins. Et à l'intérieur de ça, je viabilise le terrain, je conçois d'une manière architecturale l'ensemble, de telle sorte que, par exemple, il y a des maisons, des appartements, pour un petit peu toutes les familles, il y a des piscines, il y a des cours de tennis, il y a ce que les gens désirent, un aspect de sécurité, qui est une librairie, peut-être un théâtre. En fait, je conçois la ville. Je vais prendre un exemple qui est plus proche de nous, qui est Paris 2 au Chênay, il y a pas combien d'années, je me souviens plus quand est-ce que le Chênay a été créé, enfin, Paris 2 a été créé. Et le promoteur immobilier a pensé au moins avoir un centre commercial, a arrangé, il n'a pas fait de maison mais des immeubles, il y avait quelques piscines dans le coin, peut-être un cours de tennis de temps en temps, ça n'a pas été au-delà, mais c'est parce que c'est un mauvais projet, il est encore dans la conception de la municipalité, c'était au public et ça, mais le fait, vous allez justement produire tous les biens collectifs qui attirent des clients, parce que votre souci c'est de vendre. Une fois que vous avez équipé, construit vos maisons, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de construire ça tout de suite, vous vendez par lot, bien entendu, vos propriétés, puisque c'est vous qui avez acheté, et vous allez revendre. Et vous revendez non seulement l'aspect architectural, non seulement l'esthétique, mais aussi le règlement de copropriété. Le règlement, la constitution finalement de cet espace privé. Et on va faire l'analogie entre la propriété sur les parties communes et la constitution de ce gouvernement local. Pourquoi? Parce que finalement dans cette vie privée, vous allez retrouver toutes les grandes fonctions de l'État. Vous retrouvez la question d'assurer la maintenance de la circulation, l'entretien des routes. Vous retrouvez la question de la sécurité, comment se protéger contre des indésirables, comment faire la police peut-être à l'intérieur. Vous retrouvez un souci extrêmement important qu'on connaît aujourd'hui qui est l'environnement, combien d'espaces verts par rapport au béton, l'esthétique à travers les permis de construire, c'est déjà inscrit puisque c'est vous qui avez construit. Et vous allez dire, mais ok, dans toute modification, très important, toute modification, eh bien, vous devez le soumettre au bureau de l'association, peut-être aux architectes. Les architectes vont conserver des droits de propriété. C'est-à-dire, nous, on veut conserver l'esthétique, c'est ça qui fait la valeur des terrains. Les propriétaires vont comprendre assez vite. Et ils vont cesser de peindre leur maison de certaines façons, ils ne mettront peut-être pas de haies, les chiens ne seront peut-être pas autorisés. On va revenir sur des aspects de règlement de copropriété. Mais vous voyez que le promoteur immobilier va chercher à faire en sorte que ce qu'il vend, bien normalement, puisque c'est un contrat volontaire, personne ne vous force à acheter dans cette copropriété ou dans cet espace privé. Eh bien, vos préférences, vous les révélez en venant vous installer et vous allez payer pour ce genre de choses. L'avantage, c'est que le promoteur immobilier a un intérêt, pourquoi? Parce que s'il vend pas, c'est lui qui porte les coûts, faites attention à ça. S'il gagne et s'il a rendu un bon service et s'il a vendu un bon contrat pour les propriétaires, ce contrat va ajouter de la valeur au terrain. Ce sera une des caractéristiques, ça fait partie du panier de biens que vous achetez dans l'environnement. Pas uniquement la verdure, la vue sur le lac, la grande maison, etc., ou l'école qui est à côté. Vous achetez aussi bien, les relations que vous allez avoir entre copropriétaires, comment on va résoudre les conflits, et leur interne, donc la constitution du gouvernement local ici, qui sera le bureau, très explicitement, le bureau de l'association des propriétaires. Ça, c'est un arrangement. Bien, quel est l'intérêt, j'allais dire, de ça, vous voyez, par rapport, bien entendu, au maire,
Le maire, bien entendu, n'étant pas propriétaire de quoi que ce soit, il n'a aucun intérêt à promouvoir quoi que ce soit. La seule chose qu'il puisse promouvoir, c'est l'immobilier vient, tiens, moi je veux bétonner là, ah bah vous me donnez un appartement, et je vous donne le permis de construire. Ce qu'il va vendre, c'est une rente. La charité ne va pas se préoccuper de ça, vous voulez, je vais subventionner une association. Donc je subventionne l'association, pourquoi? Parce que ça me rapporte des votes. Son souci de préserver et l'environnement et la valeur, bien entendu, des terrains, il n'a aucune incitation à le faire. Le promoteur immobilier en a une. Il en a une, pourquoi? Parce qu'il a mis de l'argent et il risque de le perdre s'il n'a pas choisi un bon panier à la fois de règlement et puis de services collectifs, finalement, à l'intérieur de cette copropriété. Et vous voyez que la force en particulier de ça, si vous êtes propriétaire, qu'il y a une modification qui est proposée dans l'Assemblée générale des copropriétaires de cette association de propriétaires, et que vous êtes en désaccord, vous dites, ah, c'est une décision, finalement, vous allez me faire perdre de l'argent. Bon, vous avez un grand moyen, contrairement à ce qui se passe maintenant, un moyen ici de sanctionner, par exemple, en vendant. Vous vendez votre maison pour aller dans une autre copropriété. Et si vous avez raison, bien, vous perdez moins de gens que les autres, parce que si la décision est mauvaise, elle est mauvaise aussi pour tous les autres copropriétaires. Ils se seront trompés sur le type d'arrangement ou le type de construction qui nuit plutôt qu'améliorer l'environnement, donc la valeur des terrains. Donc vous perdez moins. Et si vous avez tort, ben vous êtes quand même récompensé. Pourquoi? Parce que si d'autres acheteurs viennent et disent mais ça c'est un très très bon arrangement, ils vont être prêts à acheter beaucoup plus cher votre maison. Donc vous êtes d'une certaine manière compensé. Et ça c'est un point important parce que la bonne décision comme la mauvaise est tout de suite capitalisée dans la valeur de vos terrains. C'est la grande protection qui est offerte. Bon, vous pouvez aller plus loin, par exemple en droit français, dans la copropriété, bien entendu, vous ne pouvez pas, il y a des clauses qui interdisent à une majorité de détruire la valeur de propriété d'un des autres copropriétaires, de la minorité. C'est-à-dire que dans le contrat, je peux proposer, bien entendu, pour éviter cette perte, et ce coût quand même de l'exit, je peux vous proposer une clause, bien entendu, qui interdit à une majorité de détruire la valeur de la propriété, c'est-à-dire de faire une redistribution pour améliorer l'utilité de certains, en face de la mer, par rapport à d'autres qui peuvent être derrière, vous allez dans le juge, vous dites non, il y a une clause ici, dans le règlement de copropriété, en droit français, c'est ce qui se passe, qui vous interdit de faire ça. Donc les seules modifications que vous pourrez faire, c'est à l'avantage de tous, ou de contraindre les autres copropriétaires, de compenser, bien entendu. C'est cette idée qui va être extrêmement importante. Vous voyez, donc il y a un arrangement institutionnel, eh bien, qui est fait pour protéger les minorités contre les décisions de la majorité. Donc ça, c'est une des forces, bien entendu, que vous avez, ce que vous n'avez pas, bien entendu, dans la municipalité, il n'y a aucun problème, vous détruisez la valeur de la propriété de certains pour respecter d'autres personnes. Quand vous discutez, par exemple, de la circulation routière, quand vous voulez exproprier pour modifier le code, vous frappez d'expropriation des propriétés. Puis des fois, ça échoue. C'est trop jeune, oui, c'est passé à 5 minutes. On fait des expropriations, puis après, ça n'aboutit pas parce qu'on n'a pas modifié dans cette histoire-là. Vous avez détruit la valeur des propriétés et en plus, vous n'avez pas amélioré l'utilité des autres. Ça s'appelle une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, on voulait, bien entendu, que le maire de Saint-Cloud s'en aille. Il n'y avait aucun souci de cet aspect des choses. Évidemment, il faut faire attention aussi. Un des gros avantages, j'allais dire, de cette création locale, d'une manière, ça réduit aussi les coûts de négocier un arrangement ou un changement de constitution. Vous voyez que le coût principal que j'ai, moi, à Saint-Cloud, je prends l'exemple de Saint-Cloud, mais pensez à votre commune, si
si je dois coaliser l'ensemble des propriétaires de Saint-Cloud pour créer une association et dire que nous voulons reprendre en main, nous propriétaires, la gestion de cet espace, il faut que j'en forme, il faut créer une association. Là, il faut leur dire mais il faut qu'on restitue les rues, etc., que les parties communes reviennent dans la propriété de l'association. Il y a toute une partie peut-être avec l'État, parce qu'il faudra négocier avec le département et d'autres institutions, peut-être je vais dire, des affrontements, pour obtenir satisfaction. C'est un coût extrêmement élevé. C'est la force d'ailleurs de l'État, de la municipalité locale. C'est qu'une fois que vous êtes installé, c'est très difficile de changer la Constitution. Vous n'êtes même pas capable de changer la Constitution française. On a changé. Pensez quand est-ce qu'on les change? On les change lorsqu'il y a vraiment des cracks. C'est-à-dire qu'à la dernière extrémité, quand on est à la Révolution en France, ça a toujours été modifié de cette façon-là. Ce qui montre bien le coût énorme qu'il y a à modifier l'État existant au niveau institutionnel. En revanche, le promoteur immobilier vient, l'offre constitue ses coûts. Et ça, c'est plus l'essai des promoteurs immobiliers de proposer des solutions alternatives. Alors, vous voyez que si le type d'arrangement, vous voyez tout de suite au niveau local ce que ça donne, on va justifier peut-être la taille, quand je vous ai dit 50 000 habitants, bon, parce qu'on observe ce genre de choses, il est clair que plus la taille est petite, plus il est facile de faire en sorte que les préférences s'accordent, que ceux qui votent, les votes sont moins nombreux, on connaît mieux les préférences. Donc la taille de la commune ou de ce type de ville peut être plus proche, on va voir justement, en arrangement institutionnel, on peut justement réaliser ce genre de choses. Autre avantage aussi, ceux qui gèrent, vous avez une association, il y a un bureau, bon, c'est eux qui vont négocier avec des professionnels de la gestion de la ville. C'est pas eux qui gèrent, c'est pas le maire. Non, ici c'est les syndics, c'est des professionnels de la gestion. Eux, ils vous gèrent votre ville, mais ils en gèrent plein d'autres, toute copropriété qui négocie, qui contracte. Et quand il y a quelque chose qui va pas, je romps le contrat, je change le professionnel, je change le syndic. Vous voyez aussi que je fais appel à des étrangers. Si les syndicats ou les gestionnaires anglais sont meilleurs, bien entendu, que les Français, je fais appel aux Anglais. Je fais appel à des Américains. Moi, j'aimerais bien faire appel à l'équipe de Mme Thatcher pour gérer la France. Imaginez que la France soit maintenant une immense copropriété. Bon, je pense que la taille n'est sans doute pas optimale, mais vous voyez, la conception de la politique serait sous-jacente, serait très très différente. D'abord, seuls, bien entendu, les propriétaires votent, point essentiel, suffrage censitaire, je reviendrai dessus. Ensuite, vous n'avez plus la discrimination entre étrangers et nationaux. Il y a des propriétaires, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur nationalité. Et j'ai pas le problème de courir à élire peut-être dans mon bureau, mais c'est pas mon bureau qui va gérer les affaires. Je cherche l'équipe professionnelle la meilleure capable de gérer la France. Alors je vais pas chercher Juppé. Je vais chercher, je sais pas, Madame Thatcher ou un autre, ou un cabinet qui a l'habitude de ce genre de choses, et venir, et puis gère la France, on les paye pour ça, et on suppose qu'ils seront plus efficaces. S'ils sont pas efficaces, on les renvoie. On n'a pas beaucoup de soucis à se faire, on n'a pas à voter, on n'a pas il n'y a pas de groupe d'intérêt qui se lève. On pourrait peut-être discuter de ça à l'intérieur même de l'association des propriétaires, il peut y avoir des divergences. Et on voit le changement profond qu'entraînerait de cet arrangement institutionnel qui a déjà été découvert par, je vous rappelle, pour résoudre des conflits que nous avons, nous, entre propriétaires, et même parfois non d'ailleurs locataires, par rapport aux parties communes. Toutes les questions étatiques que nous avons, fondamentales, sont des questions de parties communes. Aussi bien l'entrée d'un étranger sur le territoire que la question de la sécurité à l'intérieur de notre territoire ou vis-à-vis d'envahisseurs externes,
que la question de l'environnement. Combien d'espace vert je veux? Est-ce que votre vache, là, votre mouton, est-ce qu'il a la fièvre râteuse? Mais je suis désolé, ici, on veut pas de moutons avec la fièvre râteuse. On veut pas non plus d'enfants. Ah, ok, alors là, on veut que des homosexuels. Ah, bon, vous voulez des homosexuels. Ok. Le choix volontaire modifie les choses. C'est-à-dire que, de toute façon, nous avons les mêmes problèmes. C'est la façon de les résoudre qui sont très différentes. C'est là-dessus que je voudrais revenir avant de passer à l'exemple. Je regarde le attentivement. Dans la supériorité, a priori, de ce mécanisme, me semble réel. Et je ne demande pas, bien entendu, à ce que ce soit appliqué au niveau de la France, parce que la taille de la France est sans doute pas optimale pour ce genre de choses. On va regarder un cas pratique, entre guillemets, qui est justement l'exemple de Reston, pour voir comment ces gens-là ont résolu une grande partie des problèmes. Et après, on verra les critiques qui sont formulées, finalement, à ce genre d'arrangement institutionnel. Alors, j'ai pris comme source un livre de Fred Foldvary. Oui, ou Foldvary, je crois. Foldvary, il me semble. 14 Public Good and Private Communities, qui a été publié chez Édouard Elgar. Et dans le chapitre 12, il reprend, Reston comme exemple, il y en a plein d'autres. Hein. Je ne sais pas parler de Walt Disney, hein, bien entendu, qui est un grand partisan de vie privée. Si vous regardez ce qui se passe dans le Marne, là, ça fonctionne comme ça. Hein. Il a un terrain, c'est une ville privée, il gère, il a son arrangement institutionnel, etc. Donc, et je pense qu'aux États-Unis, là aussi, c'est une ville privée. Donc, je prends Reston parce que, d'abord, c'est une ville qui ressemble beaucoup à nos communes, 56 000 habitants. J'ai mentionné qu'il y avait 18 km² de surface. 34 000 personnes y travaillent. C'est situé à Fairfax, en Virginie. C'est entre l'aéroport de Dallas Airport et puis Washington. Hein. Reston, comme ça se prononce, R-E-S-T-O-N. Vous allez sur le site Reston Association, et vous avez tout, vous avez le plan, etc. Hein. Vous avez j'ai mentionné, je crois, qu'aux élections de mars 2001, ils ont distribué 28 000 bulletins de vote. Donc, les gens votent aussi. Donc, c'est une ville privée, donc, j'ai dit, il y a 40% d'espace libre, de verdure, etc. Ça a été fondé donc par Robert Simon. Je vous renvoie pour l'historique. À 1600, je ne sais plus combien, la terre s'est transmise au fur et à mesure. Il y a eu des plantations de tabac, après ça a été réutilisé à autre chose. Bon, finalement, à partir de 62, l'idée germe de développer finalement un projet immobilier qui ressemble à une ville privée. Et ça va prendre le jour en 66, quand ça va être cofinancé par la Gulf, une autre banque. Je crois que la Gulf Road, cette partie, a fait caution. Il a ramassé des fonds et il a commencé à construire, à viabiliser le terrain, etc. Alors, dans cette copropriété ou cette ville privée, en fait, je vous ai mentionné, il y a 4 lacs. Hein, ils ont constitué 7 villages. 7 villages avec des thèmes différents. Il y a un village qui est plus près de la forêt. Là, on fait du horse riding. Auprès du lac, c'est la pêche et le bateau. Bon, il y a d'autres endroits, il y en a 7 comme ça. Dans chacun de ces villages, qui sont des groupements de maisons, hein, il y a des maisons, des condominiums, c'est-à-dire des appartements pour personnes seules, ou des petites maisons, ou des grandes. Bon, et même, je pense qu'il y a des maisons qui sont isolées. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez ne pas être à proximité d'autres propriétaires, vous pouvez acheter une très très grande maison en face du lac, avec une grande surface, et vous êtes tout seul dans votre petit château, en l'occurrence. Chaque petit village a ses magasins, hein, il faut faire attention à cet aspect, au moins les magasins de détail. Dans le centre-ville, il y a un centre-ville, hein, avec des bureaux, des écoles, des locaux pour les entreprises, puisqu'il y a à peu près 34 000 personnes qui travaillent dans cette ville privée, en général des entreprises de haute technologie. Bon, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait, je sais plus, 22 églises. Point intéressant, c'est-à-dire que non seulement dans cette ville privée,
Vous avez les biens collectifs habituels, il y a 17 piscines, il y a du sport, il y a des chemins pour les piétons, pour les cyclistes, etc. Vous avez même un système de transport interne qui vous conduit au métro à Washington. Hein. Et puis, il y a un contrôle de la circulation. On peut vous sanctionner si vous roulez trop vite, etc. Et les institutions caritatives qui existent d'ailleurs de cette ville. Une grande variété d'habitats, il y a des contraintes. Les contraintes, on les connaît. Par exemple, dans le village qui est auprès du lac, le promoteur immobilier, je vois pourquoi, il avait une vision de la France. Donc il a dit, tiens, c'est un petit village de pêcheurs français, alors toutes les maisons sont de couleur pastel. Voilà, il va imposer, je sais pas quoi, enfin, j'ai pas été, donc je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Mais chacun des villages, il y a des restrictions très claires sur le type d'habitat, sur si vous voulez bien entendu modifier quelque chose, le bureau de l'association vous dit non. Il y a les architectes qui ont créé, bien entendu, un droit de propriété et la main, bien entendu, sur le règlement en matière architecturale. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est même parfois plus contraignant qu'on ne pense. Vous ne pouvez pas négocier. Il perd la main mise, donc vous pouvez peut-être modifier pour un arbre, pour des choses, mais pas pour la couleur de la maison, pas peut-être pour la haie. Il faut que ce soit ouvert. Vous ne pouvez pas fermer, par exemple, votre propriété. Il y a un ensemble de restrictions qui sont sans doute de ce style. Bon, c'est vrai que le promoteur voulait de la qualité, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître les prix. Les prix des maisons. Alors j'ai les prix moyens des maisons en 1991. C'était 150 000 $. En 91, le dollar, je ne sais pas combien il est, je ne sais pas si tu te souviens Henri, à combien était le dollar, mais si on compte à 7 francs aujourd'hui, ou à 8 francs, il était peut-être à 5, hein, je ne sais plus moi, à l'époque. Mais bon, faites attention que aux États-Unis, le prix d'une maison, c'est pas des prix parisiens, hein. Il y a l'espace, etc. Mais c'est pas quand même excessivement cher. Les plus chers qu'il y avait enfin les plus chers. On en trouvait à 300 000 $, hein, le double, mais ça reste dans des prix, nous, parisiens, on est tous, en général. Le loyer moyen pour une personne célibataire, c'était 1 000 $ ou 1 500 $ à l'époque. Hein. Donc, l'idée comme quoi c'est fait pour les riches, non. D'ailleurs, il y a de tout à Reston. Je pense que sur le site, je ne sais plus si c'est Erville ou c'est Reston, mais il vous donne la composition de la population. C'est pas non plus une ville pour les vieux. C'est une ville clairement pour comme dans ma commune. Il y a de tout, il y a des écoles, il y a des jeunes, il y a des vieux, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le promoteur immobilier, comme les architectes, le bureau des architectes, ont conservé les droits de propriété. Hein, une part, comme dans une entreprise, 30% je pense. Ils ont conservé les droits de vote pour avoir une minorité de blocage, sans doute pour préserver l'architecture, pour préserver peut-être le règlement. La ville est gérée, entre guillemets, par l'association des propriétaires a embauché 70 personnes pour gérer. Alors ça m'intéresse parce que je regarde la municipalité de Saint-Cloud, on est quand même nettement moins nombreux. Je vais vous dire que la municipalité, il y a beaucoup plus de fonctionnaires que, j'ai entendu, les 70 personnes que l'on a ici. Alors ce qui est aussi intéressant, parce que le promoteur immobilier y avait pensé, il a construit une structure fédérale à l'intérieur de la ville, par quartier. En fait, il y a les 7 villages. Les propriétaires se sont associés, on veut créer des associations à l'intérieur de la grande association. Et chaque village ou chaque association de propriétaires de village est responsable, aussi ils décident des charges, de l'entretien de la route de leur coin ou de leur quartier ou de leur village, y compris des équipements publics, c'est bien la piscine, etc. Donc il y a une structure fédérale et les gens même peuvent peut-être se déplacer d'un village à l'autre. La critique qui a été formulée finalement à Reston, qui était une critique d'économistes d'ailleurs, est que les charges sociales, les charges de copropriété d'une certaine façon, qui ne sont pas aussi élevées qu'on pense, 300 $ pour faire partie de l'association, sont liées, ça c'est un taux moyen, à la valeur de votre terrain.
au lieu d'être indépendants. Donc il y a une critique, parce que si c'est les biens, vous payez pour la copropriété, pour les biens collectifs, on s'attendrait à ce que ce soit indépendant, bien entendu, de la valeur de votre propriété. C'est une critique qui a été faite parce que il y a d'autres villes privées qui ont adopté un autre mode de taxation, entre guillemets, de prix pour les charges de copropriété. Alors, vous voyez que bon, on ne peut pas faire ça en France. Moi, j'ai pas vu de promoteur immobilier, celui du Chênay, entre guillemets, Paris 2, je pense qu'il y a des domaines qui existent, privés comme Kaufmann et Hambourg, vous devez trouver ça. Il doit y avoir des règlements de ce style de copropriété un petit peu américaine. Je sais qu'il y en avait dans l'Est. Il y avait eu un reportage une fois sur ce genre. Et ça, pas du tout, à l'intérieur de ces domaines, vous n'avez pas les biens collectifs habituels. Vous n'avez pas de théâtre, vous n'avez pas de souci, il faut sortir pour aller vous ne travaillez pas. Donc c'est des sites, c'est des endroits où vous dormez, plus qu'autre chose. Des habitats qui sont très différents de la conception que l'on a. Là, on a vraiment une alternative à ce que l'on observe au niveau des municipalités. Bon, je vais regarder un petit peu les critiques qui ont été formulées à ces gouvernements locaux, ou à la privatisation des gouvernements locaux. Vous voyez que c'est ce qui se passe, hein. C'est une réelle privatisation des autorités locales ou du gouvernement local. Alors, il y a plusieurs types de critiques qui ont été formulées. Vous allez, on trouve ça aussi sur Internet. Les Américains ont regardé ça d'un œil, certains Américains, vous devinez lesquels d'ailleurs, ça peut être que les gens de gauche, ou les étatistes d'une façon générale, c'est vrai, on regardait ça d'un drôle d'œil. Pourquoi? Parce que le développement va impliquer un ensemble de choses. Et moi, en tant que libéral, j'ai pas de problème. Le privé, c'est la première fois qu'on m'offre un contrat, une constitution volontaire. C'est-à-dire le fait que je puisse aller dans une ville privée avec une gestion de c'est un choix volontaire. Donc je préfère toujours, par définition, du consentement, du principe du consentement, tout espace qui a été privatisé, parce que ça implique un choix volontaire, par opposition, bien entendu, à une municipalité, ce qui n'est pas le cas. Et je dirais même, quelles que soient les conséquences. Mais les gens qui vont s'opposer à cette mise en concurrence des villes privées et des gouvernements privés vont souligner certains aspects, je dirais même, et on voit en négatif les raisons pour lesquelles, bien entendu, ils n'en veulent pas. Bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez des problèmes de sécurité. Je ne vous parle pas du Brésil, avec des taux de criminalité qui sont nettement plus élevés, ou alors vous avez la ville privée sûre, et puis le reste, vous sortez de votre ville privée, il faut commencer à mettre un truc blindé, enfin j'exagère sans doute, mais il faut avoir des gardes, etc. Bon, en partie, il y a eu l'insécurité et sans doute la montée ou le développement de ces villes, de ce qu'ils appellent les gated communities, c'est-à-dire les villes fermées. Je ne sais pas d'ailleurs si Reston est fermé, si un gardiennage est fermé habituellement, ça va être une des raisons. Je mentionnais Gordon Tullock, ils ont effectivement rajouté de la police privée, un gardiennage privé en supplément à la police du comté. Donc les questions de sécurité ont joué sans doute beaucoup, mais un des impacts qui est jugé comme étant négatif par beaucoup de gens, c'est que vous êtes en train de couper les gens des autres. Faites attention, c'est-à-dire que ceux qui restent dans la municipalité, c'est-à-dire qui rentrent pas, que ce soit les pauvres ou riches, faites attention aux États-Unis, vous avez des communautés fermées, avec des rues privées, etc. Chez les pauvres, vous faites attention à ne pas confondre, parce que l'argument va vite venir, on va dire, il y a les riches qui doivent se protéger, qu'est-ce qui reste dans la municipalité, et avec les pauvres. Alors avec les pauvres, ils n'ont pas les moyens de taxer, de payer, je peux plus faire les choses que je pouvais faire avec les riches. Alors c'est intéressant. C'est ce qu'ils vont justement critiquer aussi. Ils vont vous dire, mais, bien entendu, avec cette compétition avec les pieds, les riches, ils servent, au bout d'un certain temps, les riches, d'ailleurs, tous ceux qui rentrent pas, mais ils disent, nous on paye pour l'entretien de nos routes, on paye pour ceci, pour cela, on ne veut pas payer deux fois.
vous avez vu ça dans une commune dans les Yvelines, où il y avait un domaine privé, et puis la mairie faisait payer la route. Et nous, on ne veut plus payer, c'est nous qui payons déjà pour l'entretien de nos propres routes. Donc vous nous décalquez des impôts, tout ce qui touche l'entretien de nos routes. Bon, et c'est vrai, et en plus c'est la même chose avec les écoles. C'est la même chose avec tous les biens collectifs qui seront à l'intérieur de cette ville privée. Alors, et on vous dira, ça fait des impôts en moins, mais l'effet d'éviction, dire oui, mais seulement les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc on va craindre, ces gens-là vont craindre, bien entendu, un manque de solidarité entre les gens qui seront enfermés, entre guillemets d'ailleurs, vous voyez, ils emploient les termes, hein, on va revenir là-dessus, ils disent, ils s'enferment. Hein, d'ailleurs c'est ce qu'ils mettaient, fortress communities, dans l'article, donc les trucs forteresse, on dit ces gens-là se retranchent, et c'est assez amusant parce que de l'extérieur, on va les considérer comme des ennemis. Hein. Le fait que vous vouliez avoir des relations pacifiées par opposition à une autorité municipale qui ne l'est pas du tout, va être déconsidéré, on va tenter de déconsidérer ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect des choses. Et il y avait un argument, d'ailleurs, qui est intéressant de cet auteur, c'est Beculay et puis Schneider, Marie Schneider, un article de 95 qui est paru dans Lawrence Lines, Fortress Communities, the Walling and Gating of American Suburbs. Il critiquait cet aspect des choses avec l'idée, mais si les gens vivent entre eux, où est la nation? Où est le contrat social? Alors, ils vont dire, comment une nation peut-elle remplir son contrat social en absence de contact social? Il y a l'idée que, juste je vis moi dans ma ville privée, c'est vrai, pas besoin d'aller ailleurs, il y a mon cinéma, etc. Qu'est-ce que j'en ai à faire des autres? J'ai retrouvé même un article de Stigler qui remonte par des années 65, où Stigler est en train de critiquer aussi le modèle du Kivu en disant qu'une entreprise privée, une organisation privée ne rendrait pas satisfaction justement dans le gouvernement local. Ça m'a surpris un petit peu parce que j'attendais de Stigler qui soit un peu plus libéral. Il est pour l'aspect local décentralisé, mais pas pour la gestion d'une entreprise privée. Et lui avance des arguments plus traditionnels, j'allais dire que vous entendez aussi, qui est, vous avez vu dans cette ville-là, Reston, 56 000 homosexuels, 26 000 adultes et 34 000 enfants. Non, je veux dire, 24 000 enfants, vous essayez de faire le calcul. Vous allez tolérer ça? Et à côté, 10 km plus loin, que des drogués, des types qui boivent. Stigler dit, oui, quand même, pour les voleurs, non, ils ne vont pas se mettre ensemble, parce qu'ils ont besoin quand même de trouver des honnêtes gens. Bon, donc, on ne va pas avoir de communauté de voleurs qui se mettent ensemble. Bon, il y a l'idée sous-jacente ici que dans l'homogénéisation des choses, vous allez créer des communautés, des minorités qui se retranchent, dont les valeurs morales, vous préfériez quid de l'enfant qui va vivre dans cette communauté. Vous vous rendez pas compte? Et les sectes, et j'ai oublié les sectes. C'est déjà fait, hein, vous direz que c'est ce qu'ils font aux États-Unis, mais imaginez une ville entière, Suresnes, entièrement de sectes. Nous on a les Mormons à Saint-Cloud. Ils achètent, etc. Alors, on va voir, ils vont peut-être acheter petit à petit, puis on va tous se transformer en Mormons. Il faut que je regarde attentivement d'ailleurs quel est le statut des Mormons. Peut-être qu'ils sont polygames, moi je ne sais pas. Donc il y a peut-être un intérêt à devenir Mormon. Hein. Je n'ai pas d'opinion particulière là-dessus. C'est cette crainte de séparation et de voir que la majorité peut laisser vivre, c'est, vous voyez, un aspect d'uniformité des jugements de valeur qui est soulevé. Les gens vont échapper à la pression sociale. Qu'est-ce qui fait que vous vous tenez quand même? C'est justement, vous êtes avec plein d'autres gens qui ne sont pas comme vous. Là, vous allez pouvoir pratiquer des jugements de valeur qui sont réprouvés peut-être par une autre majorité. Point aussi important, qui est bien souligné par Stigler, d'ailleurs, c'est assez amusant de le voir discuter de ça,
Mais moi qui suis pauvre, qui vis en taxant les riches, enfin, moi qui suis socialiste, qui vit en taxant les riches, pour donner à mes pauvres. Ben maintenant, si les riches peuvent choisir l'endroit où ils veulent vivre, et que moi, dans ma municipalité, je les taxe, et qu'à côté, dans la ville privée, on ne redistribue pas les revenus, on ne taxe pas, les entreprises charitables, il y en a peut-être une, mais ça concerne que les riches qui sont altruistes, hop, les impôts sont nettement plus bas, il n'y a pas de redistribution de revenus. Où est-ce qu'ils vont, les riches? Ils vont dans ces villes-là, et moi, qu'est-ce qui reste à taxer? Les pauvres. Non, ça va pas. Donc il faut centraliser la redistribution. Donc on ne peut pas tolérer, bien entendu, des villes privées avec un gouvernement local de ce style. C'est incompatible, bien entendu, avec la redistribution. L'autre argument que l'on va voir apparaître aussi est Reston. Oh, attendez, moi je viens avec 50 000 mercenaires russes. On va pas les trouver. Et hop, je rasie tout ça. Je prends les maisons, je pille, je tue, je viole, etc. Je fais tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez les moyens de vous payer une dépense? Bon, alors vous voyez bien que l'État est indispensable. D'ailleurs, dans tous les arguments que je citais, si vous êtes socialiste, ce que je pense pour la plupart d'entre vous, eh bien, vous ne savez pas quoi répondre à ce genre de choses. Première attaque, ou contre-attaque. Attendez, qu'est-ce que vous m'avez dit? On s'enferme, etc. Mais au niveau national, qu'est-ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis des étrangers? Ils n'ont pas le droit de circuler chez nous. Si vous n'avez pas été invité, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas un coïfra, chez les... En tôle, je vous reconduis à la frontière. Je veux dire, j'ai aucun problème. Apparemment, vous n'avez pas beaucoup de problèmes vis-à-vis des étrangers. Et alors, nous sommes pas riches. Il y a plein d'Indiens qui attendent de pouvoir rentrer chez nous et de nous taxer, nous riches. Et pourquoi vous ne le faites pas? D'un coup, vous ne tolériez pas ce qui se passe à l'intérieur et vous acceptez ce qui se passe au niveau mondial. Soyez cohérents avec vous-même. Hein. Vous devez bien entendu accepter la redistribution au niveau mondial. Parce que les pauvres en Afrique, en Inde, au Mozambique et ailleurs, ils sont nettement plus pauvres que les nôtres. Et je ne vois pas pourquoi, avec votre raisonnement, ils n'auraient pas le droit, tout à fait, bien entendu, supprimer les frontières et de pouvoir accepter et de taxer nos riches. Hein. Je vous rappelle, ils n'ont pas le droit de vote. Hein. Donc vous devez réclamer, et vous devez réclamer, bien entendu, un gouvernement mondial. C'est la seule façon de réaliser cet objectif, puisque, de fait, c'est ce qui se passe au niveau mondial. Donc votre argument, où vous l'étendez, au niveau mondial, mais vous ne pouvez pas m'empêcher, bien entendu, de le faire exactement comme vous, à un niveau plus local. Je suis simplement en train de changer la dimension de votre perception. Nous avons appelé l'Europe la forteresse Europe. Ça veut dire exactement la même chose. Hein? Si je suis dans un pays de l'Est, j'aimerais bien pouvoir venir. Eh bien, vous regardez comment on délivre les visas aux étudiants des pays de l'Est, aux gens des pays de l'Est pour venir ici. Et qu'est-ce que vous avez à me reprocher, moi, qui vais dans la ville privée, qui fait mieux, peut-être, entre guillemets, ce que vous faites de toute façon vis-à-vis d'étrangers que vous ne connaissez pas. L'idée d'un contrat social, vous voyez tout de suite l'aspect qui est sous-jacent, bien entendu, il n'y a pas de contrat social. Mais sous prétexte que je vis dans une ville privée, je serais privé de contact social avec le reste du monde. Ben non, je voyage, je circule, je vais travailler ailleurs, je vais même jusque dans Paris, c'est pas peu dire. Même parfois dans des zones qui sont un peu bizarres, au-delà du 5e. On a changé de couleur politique, là, c'est pas très clair, on ne sait plus ce qu'il y a, si c'est des homosexuels, si c'est des types qui courent avec des rollers et tout ça, c'est pas très sûr ces points-là. J'y vais quand même. Ils m'agressent pas, hein. Ça a l'air sympa, il y a même des Chinois, j'ai vu, il paraît qu'il y a des Chinois un peu plus loin dans le 13e. D'ailleurs c'est un gros avantage parce que ça m'évite de venir beaucoup moins cher. À Hong Kong c'est vachement loin, là j'ai ça à la porte.
Et j'ai aucun problème à avoir un contact dans un restaurant chinois ou aller voir les Chinois ou avoir des étudiants de ce style. Donc là, il y a une fausse, c'est la rhétorique d'une façon générale. Bien entendu, je n'ai pas besoin des autres, entre guillemets, ou d'une intégration forcée, que l'idée est sous-jacente, toujours la même. On voudrait que je m'intègre d'une façon forcée avec les autres. Non, je suis entièrement libre de vivre là où je veux vivre, mais en revanche, avec des relations pacifiées. Alors, j'ai terminé en rappelant deux discussions qui ont fait à ça. C'est la question d'un article, par exemple, je pense que je vais le mettre sur mon site, de Hoppe et aussi un ouvrage de Jean-Jacques Rossat sur l'État ou l'erreur européenne, qui est la conception ici de la sécession comme force de progrès, c'est-à-dire la taille, la dimension du micro-État. C'est-à-dire qu'on a une conception relativement simple. Je vois ces villes privées, je comprends bien que la taille d'une ville privée, c'est pas forcément Paris, mais d'ailleurs ce sera ramené à des échelons beaucoup plus viables d'une certaine façon. L'idée d'un micro-État, c'est qu'on les met en compétition. La seule chose qu'on voudrait, c'est peut-être du micro-État privé. Vous voyez que des villes privées en concurrence il y avait des États-cités, je vous rappelle, ça a toujours existé. Le micro-État sous forme de ville, avec l'arrangement institutionnel que j'ai mentionné, qui existe déjà, qui fonctionne plus ou moins bien, rien n'est parfait dans une copropriété, mais le droit de la minorité sécurité, et puis les micro-États ne peuvent pas taxer comme ils veulent, parce que je laisse l'opportunité aux gens d'utiliser le coût de l'exit, c'est-à-dire pas le coût de l'exit, le plus faible coût de la compétition. Je change de micro-État si je le fais. C'est la même chose avec la taxation sur les revenus financiers, etc. Justement, je ne veux pas taxer les riches comme les pauvres. Et c'est ça la force de la compétition. C'est la force finalement de l'arrangement contractuel. Dans les deux cas, par la compétition, finalement par la taille relativement optimale, où je peux exercer mon droit de vote en mentionnant bien entendu qu'il est censitaire qui concerne ce que je suis concerné, c'est-à-dire les propriétaires qui ont des investissements spécifiques dans la localité ou dans le micro-État, j'ai la meilleure protection possible de mes droits individuels. Donc il y a une idée, bien entendu aussi, dans les micro-États, on le rappelle, c'est Jean-Jacques Rossat qui le mentionne, il a tout à fait raison sous cet angle-là. Dans un micro-État, vous n'avez pas les moyens de vous payer des armements extrêmement destructifs. Vous n'avez pas les moyens de vous payer une bombe nucléaire, ça coûte trop cher. Mais dans un très grand État, avec 200 millions, qu'est-ce qu'il a mentionné, 200 milliards de francs par exemple pour avoir un investissement militaire, ça coûte 1 million par tête dans un pays de 200 000 habitants, 10 000 francs par tête dans un pays de 20 millions d'habitants, et dans un pays de 200 millions d'habitants, ça coûte 1000 francs par tête. Donc plus vous avez étendu votre pouvoir de taxation, plus vous pouvez créer des armements démentiels ou inutiles d'une façon générale. Micro-État, vous n'avez pas les moyens de faire ce genre de choses. Alors pour finir, je rappellerai finalement que l'alternative, si on doit simuler, on connaît l'alternative, le marché nous démontre qu'il y a des constitutions qui existent. Donc on a une petite idée de la constitution qui émergerait, ou d'une démocratie idéale, j'emploie le mot idéal, ce sur quoi on pourrait tendre, si on veut, bien entendu, je vous rappelle, c'est un impératif hypothétique. Si vous voulez la paix dans votre société, si vous voulez qu'elle fonctionne bien, vous voulez coordonner vos actions, etc., vous devez instaurer des règles procédurales, particulièrement une compétition entre les micro-États locaux, c'est-à-dire d'une certaine façon une forme de fédéralisme. Je vous rappelle que le fédéralisme ici va être conçu comme justement le gardien de cette compétition entre les États, les micro-États locaux. C'est ce qui se passe avec nos villes privées. La compétition dans ce genre de choses, la notion d'État n'existe plus. La liberté de mouvement de biens et des capitaux, c'est le libre-échange. Vous l'avez automatiquement, vous devez préserver ce genre de choses. J'ai mentionné le suffrage censitaire plus exactement, l'arrangement de copropriété. Seuls les propriétaires votent, ceux qui ont des investissements spécifiques sur le territoire ont le droit de prendre les décisions concernant ces investissements spécifiques. Donc ça implique un suffrage censitaire. Pourquoi ça a marché au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle? C'est qu'en partie, justement, ceux qui votaient, ceux qui font la Constitution américaine, c'est qui? C'est les propriétaires.
les premières chambres que vous avez en France, il y a que des propriétaires, il y a que des paysans. Enfin, j'exagère, mais en réalité, c'est souvent des propriétaires qui vont être dans les parlements. Dès que vous avez passé au suffrage universel, ça y est, je veux dire, vous regardez votre copropriété, j'imagine que certains d'entre vous vivez dans les copropriétés, imaginez maintenant que le locataire ait le droit de vote. Quel est son intérêt? Son intérêt, c'est de payer moins de charges et de payer moins cher votre loyer. Ou de faire payer les autres millièmes. C'est simple, one man, one vote, et puis je pratique la redistribution. Et qu'est-ce que vous faites? Votre valeur de votre propriété, elle est détruite. Donc le suffrage universel a un sens, c'est-à-dire que je suis en train d'externaliser des choses. Alors, le plus drôle, c'est soit des propriétaires qui réclament ce genre de choses. L'autre point important, c'est la Constitution aussi, on l'a vu dans la production de minorité, mais le monopole de la coercition, si vous en avez un au niveau local, il y en a un qui est écrit clairement dans le règlement de copropriété. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans cette copropriété. Vous ne pouvez pas vous balader tout nu dans la rue. C'est indiqué. En revanche, sur la plage, là, au lac, là, il y a une entreprise privée, assez loin, et cachée derrière les bosquets, c'est écrit là. Seuls les gens qui sont tout nus peuvent faire. Bon. Alors, vous payez, plus vous payez pour vous déshabiller. En général, ça porte dans le sens inverse, mais non, là vous payez, et puis vous allez vous balader tout nu sur la plage. Il y a l'idée quand même que l'usage de la coercition ne doit pas violer les droits individuels, y compris les autres copropriétaires. Faites attention à ça. C'est pour ça que souvent il y a des clauses dans les règlements de copropriété qui empêchent une atteinte aux minorités. Ben, ça vous étendez ce genre de choses. Donc on connaît l'arrangement institutionnel sur lequel on devrait tendre. Et si vous faites ça, vous êtes dans une société anarcho-capitaliste. Et alors, je ne vois pas comment on pourrait définir autrement. C'est là où vous avez protégé au maximum les droits de propriété et les droits individuels. Je vous remercie. Un peu anarchisante. Quelle est la différence entre un service public et privé dans le plan de l'organisation d'un village, dans la mesure où d'emblée la constitution, c'est-à-dire le contrat de copropriété, est déjà donné. Donc vous n'avez pas de choix. C'est ça ou rien. Donc vous avez le choix, c'est de partir. Enfin, de vote par les pieds. Deuxième question. Vous avez dit que dans ce cas-là, soit une petite copropriété ou un micro-État n'a pas les moyens de se défendre, et vous croyez qu'il restera longtemps non envahi s'il présente des avantages tels que vous les donnez? Deux bonnes questions. Alors la première, j'y ai normalement déjà répondu. Vous avez deux. D'abord, quand vous rentrez, c'est d'une manière volontaire, c'est-à-dire qu'il y a d'autres copropriétés qui existent. Donc vous choisissez, vous arbitrez, non seulement sur les équipements collectifs, mais aussi sur le règlement. C'est pour ça que j'ai mentionné qu'il y aura l'apparition peut-être de villes privées où il y a que des homosexuels. C'est-à-dire ça me soulève aucun problème. Vous savez, ici il y a un règlement, les femmes sont interdites. Seuls les homosexuels ont le droit d'entrer. Bon, vous verrez la valeur de la propriété si vous achetez dedans. Et j'imagine volontiers que des gens veulent s'homogénéiser et s'assembler. Donc vous faites attention quand vous allez dans votre copropriété, vous faites gaffe. Quand vous installez dans une rue, d'ailleurs souvent c'est ça, vous regardez l'environnement, vous demandez tiens comment sont les gens ici, surtout quand vous allez à New York, dans le quartier correspondant. Donc vous faites attention. Mais donc vous avez le choix. Et l'exit dont on a discuté, c'est la revente. Donc vous êtes compensé. Faites attention, je vous ai expliqué le mécanisme. La force de ça, c'est que non seulement je pratique l'exit, mais en même temps, je récupère je minimise ou je récupère les investissements spécifiques. Parce que si c'est un bon règlement, si la modification du règlement est bonne et que je n'en suis pas content,
Ceux qui viennent, qui jugent que c'est bon, payent plus cher mon appartement, parce que ça valorise justement mon appartement. Et moi, avec ça, j'ai gagné, je m'en vais ailleurs. Bon, donc je suis compensé. Et si ça fonctionne dans le sens inverse, bah, je suis le premier à partir. Ma propriété se dévalorise un peu. Hein, vous avez ça aussi en bourse. Donc il y a deux mécanismes qui interviennent. L'autre aspect, j'en ai pas parlé, vous avez tout à fait raison, parce que Gordon Tullock évoque cet argument. Donc j'ai mentionné l'histoire de la protection, mais les villes privées sont plusieurs, mais elles ont les mêmes problèmes. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je passe un contrat entre plusieurs villes, je me dis, mais pour se protéger contre des envahisseurs qui viendraient en masse, hein, les autres on est capable de s'en occuper, je loue une force. Vous savez, le problème de la protection contre des envahisseurs qui arrivent en masse, les 300 ou les 400 gens qui descendent d'Argenteuil, qu'est-ce qu'il suffit d'opposer? D'ailleurs, vous vous renseignez, ils sont 300, 400. Qu'est-ce que j'oppose? J'oppose 300 types, et puis ça, je loue. Ça, sur le marché, il y a des gens qui sont tout à fait capables d'offrir ce service-là, soit sous forme d'une police privée, soit sous forme d'une armée privée, si ils viennent avec des chars ou avec des technologies qui sont plutôt moins sophistiquées. Dans les combats, quand vous allez je ne sais pas si vous avez remarqué, même en Israël ou ailleurs, j'ai toujours été frappé ça de voir à la télévision, les combats modernes, c'est pas les grandes guerres qu'on a connues, là, vous voyez la cité juive là, à Hébron, c'est très localisé, hein. Et les autres sont en face, pendant qu'ils se foutent sur la gueule, les autres vont faire course. Vous voyez ça même à la télévision si vous êtes astucieux. Donc il faut regarder attentivement quel type, et vous allez adapter votre réponse en fonction de ça. Et il y aura des professionnels qui vous rendront service. Hein. Ils me rendent pour des envahisseurs aussi dangereux que peuvent être des blattes, des rats, une invasion de rats, comment je fais? Alors, j'ai toujours été... ça, c'est l'avantage des règlements de copropriété. Dans l'usage de la défense, je prends une précaution de prendre des moyens pour me défendre qui ne détruisent pas ma propriété, mon chat en particulier. Quand je dératise, je crois que le truc qui dératise mon chat aussi en même temps. Je veux préserver sa vie, ni ma femme. Bon, donc je fais attention à ce genre de choses. Je loue des services et je ne vais pas développer n'importe quelle technologie. Je veux des armes précises et qui n'ont pas d'effets collatéraux. Parce que je ne vais pas me retrouver non plus avec un procès pour un tiers. La règle change complètement les moyens de défense. Aujourd'hui, la municipalité s'en fout de faire des moyens collatéraux, des dégâts collatéraux. La police aussi s'en fout. Là, non. Parce que vous avez après un procès, vous avez ceci, vous avez cela. Ça vient, hein, il y a une évolution dans les esprits pour mieux régler ce genre de choses. C'est vrai, la première cité qui se fait et qui du jour au lendemain, je pense simplement à un système gouvernemental socialisant comme nous avons et qui peut aller de mal en pis. Vous faites une propriété de ce genre, il y a en effet 300 ou 400 jeunes qui arrivent et qui mettent tout à sac, le gouvernement local en profitera pour déprivatiser cette région et en reprendre le gouvernement, la direction, au nom même de la sécurité pour l'ensemble de la population adjacente. Et à l'entrée de Saint-Cloud, je mets un orchestre de rock et de machin, etc. Et au bout d'un certain temps, ils vont faire comme tout, ils vont écouter le truc d'orchestre, et puis 300 ou 400, ça se contrôle. Hein. C'est pas ça qu'il me faut, il m'en faut un peu plus. Parce que c'est pas une force... il y a quelques meneurs, on est capable de les connaître. C'est-à-dire, la protection, ça se fait d'abord pour rentrer dans Saint-Cloud, il y a des moyens de contrôle. Enfin, dans Saint-Cloud, n'importe quelle commune, je prends la mienne, je connais mieux. Il suffit de prévoir à l'avance comment ils arrivent. Pourquoi croyez-vous qu'ils arrivent à la défense? Parce qu'ils arrivent plus facilement en masse sans trop être prévu, sans qu'on s'en aperçoive qu'ils ont un grand terrain là. Mais dans plein de communes, ils ne peuvent pas rentrer en masse comme ça, sans se faire repérer. Et puis, si vous avez un contrôle dans une ville privée, ils ne rentrent pas. Ils sont à l'extérieur. Alors, ils sont à l'extérieur, ce que vous pourriez dire, c'est autre chose.
dire, ah oui, le gouvernement socialiste voit bien le danger qu'il y a à la constitution de vie privée et à la sécession locale. Hein, il boycotte. C'est-à-dire, il fait blocus. Il dit, allez, d'un coup, vous voulez être comme ça, je ne parle pas bien sûr de convaincre mes concitoyens de Saint-Cloud à ce genre de choses. Ils refuseront sans doute aussi, ils sont tellement péteux et vieux, qu'il y a des chances qu'ils le fassent. Mais, oui, on souhaiterait, mais je ne suis pas toujours convaincu de ça. L'idée est ici qu'ils vont installer le blocus, et que ça ramène la télévision. Hein. Et vous pouvez plus faire ce que vous voulez faire aujourd'hui contre une sécession. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez m'affamer? Je veux dire, je mets la télévision américaine, j'amène la télévision allemande, la télévision anglaise, même TF1 sont obligés de venir. Alors, je les prends d'abord. Hein. Et j'y viens voir. Regardez ce qu'ils font, les Français. Hein, ils préfèrent négocier avec des terroristes. Corse. Hein. Là, ils le font. Mais avec nous, ils nous en feraient. C'était juste un complément. C'était juste un complément de réponse. Il ne faut pas aussi oublier que le gouvernement qui reprendrait le contrôle en profitant d'une invasion comme ça, il ne faut pas oublier que d'abord le gouvernement a désarmé légalement la population, et il a donc l'a empêché de se défendre, et il fournit ouvre les portes des gens, ouvre les portes des propriétés de cette manière. La réponse est que, bien entendu, dans une vie privée, vous ne pouvez pas contrôler si j'ai des armes ou pas. C'est ça qui gêne, hein, dans la sécession. Dans l'histoire de la redistribution que je vous ai expliqué, c'est ça aussi qui gêne. Aux États-Unis, vous n'avez pas ce problème-là, parce qu'il y a un droit de porter les armes. Mais comment vous allez contrôler? Vous n'arrivez déjà même pas à contrôler. C'est interdit en France, les armes, que je sache. Il y a 15 ou 16 000 gens qui sont interpellés chaque année avec port d'armes pour eBay. Donc, ils les ont. Et dans les quartiers, je demande à un étudiant, moi, où est-ce qu'on peut trouver en France une Kalachnikov? Sans problème, il vous la trouvera. Hein. Donc, il y a un marché noir. Dans une vie privée, c'est plus difficile de savoir si les gens sont armés ou non. C'est un point aussi important de la sécurité. Hein. Vous pouvez discuter avec n'importe quel policier. La pire des choses dans l'insécurité, c'est l'information. C'est-à-dire que si vous arrivez à désinformer les gens, c'est-à-dire qu'ils n'obtiennent aucune information sur vous, qu'est-ce qu'ils peuvent voler, etc. C'est la première chose. Si vous laissez ouvert votre maison, ils s'aperçoivent qu'il y a un truc, votre voiture. Donc vous avez laissé votre radio, votre autoradio, qu'on peut sortir, etc. C'est encore arrivé à un de mes anciens étudiants. Il l'a laissé, boum, brise vert. Vous lui avez donné l'information. Donc ça se cache, etc. Alors la vie privée aussi permet de ne pas divulguer un ensemble d'informations. Donc la sécurité, il y a de multiples façons de se protéger, sans faire appel nécessairement, comme vous dites, à des moyens de gardiennage ou à des trucs dispendieux, j'allais dire, au niveau de la sécurité. Il y a quand même un ennui qui me vient à l'esprit. C'est pour un règlement des litiges entre les copropriétaires. À l'heure actuelle, la règlement des litiges se fait en fonction de la loi française. À l'heure actuelle, le règlement des litiges se fait en fonction de la loi française. Il me semble que celle-là va s'interposer, celle-ci va s'interposer avec les règlements de copropriété. Je veux dire, deux personnes en litige, il y en a une qui va faire valoir le règlement qui est le plus à son avantage et l'opposer à l'autre personne après. Actuellement, s'il y a un conflit entre copropriétaires à propos d'une dépense quelconque,
vous pouvez utiliser la protection des minorités et vous allez voir un juge, vous avez un tribunal, hein, et puis si vous avez raison, c'est vous qui gagnez. Et donc la copropriété ne peut pas faire la défense qu'elle avait prévue. La question que vous soulevez qui est différente, qui peut être peut-être un petit peu différente, comment on pourrait régler ces conflits si effectivement il n'y avait pas une autorité supérieure, etc. Ça c'est un point différent de la question de la justice privée, de l'arbitrage, etc. Mais vous pouvez très bien avoir dans votre règlement de copropriété, pour les litiges, écrit, mais nous, on s'adresse à tel arbitre, et s'il y a encore quelque chose, on prend un autre arbitre, c'est eux qui vont régler nos conflits internes. Puis, bien sûr, dans la procédure contractuelle, ça va être implicite, parce que ce que je veux, c'est vivre pacifiquement avec mes voisins, mais c'est pas, comme vous dites, il peut arriver un voisin qui est détestable, etc., et je peux avoir des conflits avec lui. Donc la procédure de conflit, je ferai jouer le règlement, et s'il conteste le règlement, on va en arbitrage. D'ailleurs, c'est l'association elle-même qui peut très bien aller en arbitrage. Hein. Donc ça me paraît pas un argument qui n'est pas très différent de ce qui existe aujourd'hui. La loi française, je peux vous garantir que si vous avez un conflit avec votre copropriétaire, que dans le règlement, vous avez violé une des règles, l'association de copropriétaires a tort, hein, et puis elle est obligée de retirer sa proposition. Donc ça, heureusement, s'il y a une des forces effectivement de la copropriété, c'est la protection des droits des propriétaires minoritaires par rapport à la majorité. On a l'usage de la copropriété et les conséquences qu'on en voit sont fort défavorables. Les litiges sont permanents, les problèmes sont sans solution, et nous on a choisi de ne plus être copropriétaire mais d'être locataire, et on a une terre royale. Oui, alors on conçoit volontiers qu'il y a des copropriétés où le règlement, faites attention que les règlements de copropriété, vous les choisissez pas tout à fait. Hein. La loi, hélas, est intervenue, et comme la loi est conflictuelle, clairement, justement, vous n'arriverez peut-être pas à résoudre ce genre de choses. Mais vous n'avez pas le choix, justement, des règlements de copropriété. La force de l'argumentation que j'ai soulevée, c'est que je peux faire jouer la compétition entre les copropriétés. Vous avez été obligé de choisir le statut de locataire, vous êtes propriétaire seul, on peut le faire, mais vous pouvez surtout choisir des copropriétés où les règlements sont différents, où justement il y a la possibilité peut-être de résoudre des conflits différemment. C'est souvent ça qui va gêner les gens, même s'il y a un coût du point de vue de l'exit. Donc il faut voir le type de conflit qui peut exister. N'oubliez pas non plus que la justice est gratuite. C'est-à-dire qu'il y a une partie des conflits qui disparaîtraient si vous étiez vraiment obligé de payer pour avoir un arbitrage. Les gens régleraient à l'amiable manifestement un ensemble de choses. Donc il y a eu un aspect artificiel des conflits qui est lié au fait que je peux gratuitement, moi, emmerder mon voisin avec un procès. Bon, mais si vous deviez payer, vous réfléchirez à deux fois.